Bonjour. Vous arrive-t-il de vous sentir dépassé par la quantité de tâches administratives à accomplir ou de sentir que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires pour bien les accomplir? Avez-vous de la difficulté à trouver de la relève pouvant effectuer les tâches administratives liées à la gestion d'un centre éducatif en petite enfance? De nos jours, les attentes administratives et réglementaires en petite enfance sont de plus en plus spécifiques et exigeantes. Si vous gérez un centre éducatif à la petite enfance, vous êtes probablement EPEI, mais vous vous retrouvez souvent à faire plus d'administration que de mettre en œuvre votre passion première, le développement de l'enfant. Saviez-vous qu'il existe des services d'appui spécifiquement conçus pour les centres éducatifs à la petite enfance? La FCO travaille depuis 3 ans à développer sa capacité à offrir différents services d'appui administratif à ses membres. Nous avons le plaisir de vous les présenter et nous vous invitons à les explorer. Ceci pour vous permettre de consacrer votre temps et vos énergies pour accompagner vos équipes à miser sur la pédagogie, vos compétences et vos intérêts auprès des enfants et des familles. Les services offerts peuvent vous aider avec la gestion des finances, des opérations, des ressources humaines, des ressources matérielles, la gouvernance et la pédagogie. Certains sont gratuits, d'autres sont payants selon le financement que nous recevons. Nous pouvons vous aider à identifier l'appui dont vous avez besoin et à élaborer un plan d'action en lien avec vos intentions. Nous pouvons prendre en charge des tâches, nous pouvons vous accompagner à construire votre capacité à le faire ou nous pouvons émettre des recommandations de changement. À vous de déterminer le type de service dont vous souhaitez bénéficier. N'attendez plus, rendez-vous sur le site web de la FCO pour obtenir plus de renseignements. Faites confiance à des personnes qui ont l'expertise spécifique et l'expérience liée aux besoins du secteur de la petite enfance francophone pour alléger votre fardeau administratif. Alors, aujourd'hui, on vous présente les services d'appui spécialisés pour les fournisseurs en petite enfance. Et la façon qu'on va vous le présenter aujourd'hui, d'abord, je vais faire un peu le contexte d'où on arrive avec ça. Puis je vais laisser la parole à mes collègues pour vous parler du pilotage. Donc, on a avec nous aujourd'hui Yves Doyon qui va vous parler de la gouvernance. On a Annie Brooks qui va vous parler de l'appui au niveau de l'opération et Véronique Emery qui va vous parler au niveau du recrutement international parce qu'évidemment, arriver à aboutir à ce genre de service-là, il a fallu qu'on développe notre capacité à l'interne. Donc, on va vous rendre visible un peu plus le processus qu'on a suivi pour y arriver. Donc, je pense que j'apprendrai rien à personne aujourd'hui. Le contexte de la petite enfance est de plus en plus complexe, avec des exigences complexes. Et souvent, à la FCO, on avait des demandes pour de l'appui. Souvent, ça se présentait par la porte de la pédagogie, c'est-à-dire que on a besoin d'appui pour mettre en œuvre le comment prend-on. Mais finalement, quand on creuse un peu plus loin, ben, on se rendait souvent compte que le défi, certainement, aboutissait à un défi de pédagogie, mais que l'origine était souvent liée aux services d'appui, c'est-à-dire aux finances, aux inscriptions, à la gestion des ressources humaines, aux opérations. Donc, il y avait d'autres raisons qui faisaient en sorte que la pédagogie avait de la difficulté à émerger. Donc, dans les dernières années, on a piloté certains services et la façon qu'on a réalisé que les résultats étaient les plus probants, c'est évidemment comme l'enfant est unique, chaque organisation est unique, chaque gestionnaire est unique. Donc, souvent, les problèmes ou les défis, les enjeux rencontrés se trouvent dans un contexte très spécifique. Alors, à l'image de la programmation émergente, la FCO, dans le cadre de ses services spécialisés, c'est entrer à quelque part pour appuyer, mais pas attirer n'importe où, c'est-à-dire qu'on fait un état des lieux, on observe et par la suite, on est en mesure vraiment de cibler c'est quoi les priorités d'action. Donc, on s'est inspiré de notre cadre pédagogique pour mettre en place ce service-là. Euh, donc, il y a plusieurs différents services. Donc, rapidement, je partage mon écran pour vous montrer la page d'accueil de notre nouveau service.
Donc, il y a 6 services d'appui: la gouvernance, la pédagogie, la gestion des finances, la gestion des opérations, la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources matérielles. Évidemment, si vous voulez en savoir plus pour chacun des services, vous cliquez sur le service souhaité et ça va vous amener vers une page plus spécifique sur les différentes dimensions de ces services-là. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, quand on parle de gestion de finances, ben c'est pas les finances avec un grand F. Il y a plusieurs sous-fonctions des finances. On parle de la vérification des états financiers, on parle de la tenue de livre, on parle du budget, on parle des politiques et procédures. Donc, il y a plusieurs sous-fonctions aux finances. Même chose pour la gestion des ressources humaines. Puis là, ben, présentement, on est dans un contexte où la gestion des ressources humaines consomme énormément d'énergie dans nos organisations: pénurie de main-d'œuvre, recrutement, sélection, embauche, etc. Donc, vous comprendrez que chaque organisation a ses priorités et ses enjeux. Alors, comment on va y arriver? Donc, dans les 3 dernières années, on a piloté, comme je le disais un petit peu plus tôt, ces services-là. Puis je vais inviter mes collègues à vous présenter comment on en est arrivé à construire cette capacité-là à l'interne, parce il y a service d'appui, mais il y a service partagé. Donc, c'est deux concepts différents. Les services partagés, par exemple, si on pense à Yves, c'est une ressource externe à la FCO. On va chercher son expertise dans un domaine bien précis qui est la gouvernance. Il y a d'autres services où, parce qu'on opère nous-mêmes des services, à l'enfance, on est très connaissant dans qu'est-ce que c'est les enjeux, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour y arriver. Donc, on a construit notre capacité à l'interne pour certains des services et on va faire appel à des services partagés dans le cadre de d'autres aspects des services. Donc, pour comprendre comment on s'y est rendu, je vais inviter Annie à vous parler de notre processus au niveau de la gestion des opérations. Bonjour tout le monde. C'est ça. Moi, j'ai piloté vraiment la partie opération. J'ai eu la chance, j'ai encore la chance d'accompagner 2 organismes présentement dans vraiment leur gestion à différents niveaux. Donc, comme dans la vidéo, ça disait, il y a différents services qu'on offre. Puis dans ces 2 exemples-ci, c'est 2 services complètement différents qu'on offre. Donc, il y a un des organismes qu'on accompagne que c'est vraiment la prise en charge. On a pris en charge toutes finalement leurs administrations. Donc, du côté des finances, on travaille leur budget, on paye les factures, on fait la paye pour eux, on réclame les frais des parents. Il y a tous les rapports financiers, que ce soit de la région, que ce soit du CA, les réconciliations aussi. On le sait qu'on a plusieurs réconciliations maintenant à faire suite à toutes les subventions qu'on peut recevoir. Et aussi, on accompagne durant la vérification annuelle. Donc, on ne fait pas la vérification annuelle, c'est un comptable qui le fait, mais c'est nous qui a donné tous les documents, qui a accompagné tout au long de la vérification. La directrice générale était au courant de ce qui se passait, mais c'est pas elle qui faisait. Ensuite, les inscriptions. C'était un organisme qui faisait encore leurs inscriptions papier et on a pu les transférer vers Digibo. Puis c'était des transferts bancaires qui recevaient des parents tous les mois. Donc, on a pu les changer vers des retraits automatiques, ce qui a beaucoup sauvé de temps à la direction qui recevait des transferts bancaires, un à la fois des parents. Il y a aussi les ressources humaines. Donc, c'est nous autres qui s'occupent de tous les dossiers, des contrats, d'envoyer les contrats, d'envoyer les assurances quand c'est le temps d'envoyer les assurances et tout ça. On fournit aussi des gabarits de lettres et on est aussi là en accompagnement. On le sait, il y a plusieurs défis au niveau des ressources humaines. Puis, est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi la bonne réponse ou quoi que ce soit? Des fois, on a besoin de réfléchir. Il arrive une situation avec un employé. On prend ce temps-là pour réfléchir avec la direction. C'est pas nous qui
faisons nécessairement la discipline progressive ou quoi que ce soit, mais on accompagne la direction à, de un, bâtir sa capacité. Et aussi, on devrait toujours être deux, donc on est souvent la deuxième personne là pour avoir ces conversations courageuses-là. Et suite à une conversation courageuse, bien, on peut aussi donner une rétroaction de comment ça a été, quoi faire la prochaine fois et des choses comme ça. On parle de bâtir la capacité de la DG, justement, c'est toutes situations qui peuvent arriver avec un parent, avec un partenaire externe, avec la région. On est des organismes francophones dans des régions qui n'ont pas toujours des services en français. Donc, on peut accompagner dans ces rencontres-là et tout ça aussi. Aussi, on accompagne lors des rencontres de conseil d'administration. On accompagne vraiment pour donner les rapports financiers, aider avec les politiques, les procédures, mais on ne rentre pas en gouvernance comme telle. On a un partenaire externe qui s'occupe vraiment plutôt de la gouvernance. Donc, on respecte les plates-bandes d'un et l'autre. Après, on a un deuxième organisme qui est complètement différent. Celui-ci a des besoins. Donc, lorsque je suis rentrée là, il n'y avait pas de budget fait. Bon, mais on va commencer là. Donc, j'ai fourni un gabarit de budget et on a pris étape par étape des accompagnements d'une demi-heure où on va donner des tâches à faire à la personne et aussi s'assurer qu'elle comprend pourquoi qu'elle fait ces tâches-là, pourquoi qu'elle met ces chiffres-là à cet endroit-là, c'est quoi qu'elle doit aller chercher pour que l'année prochaine, elle puisse possiblement faire son budget seule. Ça ne veut pas dire qu'elle est seule, elle peut faire appel à nous pour qu'on puisse le réviser, s'assurer que, bon, il est bien fait ou s'il y a des éléments qui ont manqué ou quoi que ce soit. Une fois qu'on a fait leur budget, ben là, ils voulaient le guide des employés. Ils n'ont pas un guide des employés à jour. Donc, présentement, on a commencé à travailler le guide des employés. Donc, j'ai fourni une table des matières et on est en train de prendre bouchée par bouchée le guide des employés pour que, au bout de, on espère, 3 mois, tout dépend de la disponibilité de la direction parce qu'on sait que tout le monde est débordé, mais on essaie d'avoir une rencontre 1 à 2 fois par semaine d'une demi-heure où on regarde les parties qui sont complétées puis on donne c'est quoi les prochaines étapes jusqu'à temps que notre prochaine rencontre. Donc, c'est deux services complètement différents, mais qui répondent aux besoins de ces deux organismes-là. Donc, comment a-t-on piloté la gouvernance, Monsieur Doyon? Monsieur, j'aime ça. Bonjour tout le monde. Il y a des visages familiers, il y en a d'autres qui le sont moins. Bon dîner à tout le monde. Écoutez, où commencer? Je pense que je vais juste partir de la prémisse de la perspective du conseil d'administration, puis ensuite, si ça ne vous dérange pas, peut-être en anecdote ou on va faire le lien avec le rôle de la direction générale, parce que c'est complémentaire. On part de la prémisse que le conseil d'administration est vraiment le lien entre la communauté puis votre service, puis votre agence. Puis comme Annie l'a répété à quelques reprises, c'est une question de s'assurer de développer la capacité de la boîte. Puis très souvent, même si ce n'est pas nécessairement le premier point d'entrée, ça commence souvent à la gouvernance. Parce que comme vous le savez, les conseils d'administration, ça roule naturellement. Les gens ont des mandats de 3 ans. En théorie, après 3 ans ou 2 mandats de 3 ans, sont obligés de partir, puis ils reviennent s'ils sont réélus, tout le reste. Fait que de par sa nature, c'est comme des jeunes au secondaire. Ils sont là 4-5 ans, puis là, après ça, ça passe. Fait que même si on installe des choses, des bonnes pratiques, des bonnes façons de faire, à un moment donné, c'est à recommencer. Fait que la gouvernance, après ma base, c'est très cyclique. Fait qu'on part de la prémisse que le conseil d'administration a 2 jobs principales. En fait, la première, c'est d'embaucher une direction générale. Des fois, la direction générale est là, d'autres fois, c'est quelqu'un de nouveau. Fait que la gouvernance a besoin de s'assurer de bien déléguer le travail à la direction générale, puis déléguer et évaluer ce travail-là. Fait qu'il y a 2 gros morceaux quand je fais de l'accompagnement avec les conseils d'administration qui appartiennent au conseil d'administration. Le premier, c'est de dire, OK, qu'est-ce que le conseil d'administration veut déléguer en termes de résultats souhaités pour le prochain cycle de 3 ans? Fait que pour faire ça, on a l'outil qu'on appelle le plan stratégique ou le cadre stratégique ou ce que je préfère appeler la boussole stratégique.
voici la cible, voici la série de résultats, la série de priorités, puis voici, comme conseil d'administration en parlant d'une voix, voici, disons, Martine, la DG, voici, Martine, ce qu'on veut voir au cours des prochaines années. Puis ce qu'on va faire, c'est de façon cyclique, peut-être à chaque quart d'année, faire un retour vers Martine pour qu'elle fasse un rapport sur les résultats souhaités. Fait une des parties d'accompagnement, c'est d'accompagner les organismes dans cette démarche de planification, de réflexion stratégique pour déterminer le quoi. La deuxième façon de déléguer de façon appropriée une direction générale, c'est de s'assurer qu'on détermine des paramètres du comment. Ça fait que si le plan stratégique, c'est le quoi en termes de résultats, le comment, c'est une série de normes, ou comme on dit en anglais, standards de gestion, des normes de gestion qu'on exprime, qu'on communique via une boîte à outils qu'on appelle la série de politiques de gouvernance. Ça a peut-être l'air du jargon. Souvent, ça nous fait peur. Souvent, on ne sait même pas que ces politiques existent. Ces politiques-là existent ou ça vit sur une tablette dans un gros cartable. Mais il reste que moi, j'aime utiliser l'analogie. Tu sais, si CA était menuisier, menuisière, puis touchait jamais sa boîte à outils et mettre la main sur ses outils, aurait probablement de la misère à faire son travail. Mais c'est l'équivalent pour un conseil d'administration. Si les politiques de gouvernance existent, mais ne sont jamais utilisées, quelque part, on ne peut pas s'attendre à ce que le conseil développe ses compétences, puis de perfectionner ses outils, puis ses façons de faire. Fait que je donne juste un peu cette analogie-là pour un peu démystifier. Fait que ces politiques-là vont un peu, pour faire du pouce sur le lien avec les opérations, vont parler des services en français, les paramètres à respecter pour les ressources humaines. Deux, trois politiques qui vont encadrer le processus de planification financière, de gestion financière. Ce n'est pas nécessairement des listes de tâches, mais c'est des paramètres à respecter pour la direction générale, pour s'assurer que la direction générale, comme on dit en bon français, reste à la bonne track, hein, pour utiliser ce mot-là. Fait que le conseil d'administration est capable de dépendre sur ces références-là pour être capable de dire, OK, voici, on te délègue ça. Et puis en même temps, on va revenir sur ces politiques-là, puis demander à la direction générale de donner un rapport de conformité pour démontrer, voir si ces politiques-là sont respectées. Fait que c'est intéressant de la perspective d'un conseil d'administration, mais c'est également intéressant de la perspective d'une direction générale. Parce que ce n'est pas juste une question de jouer à la police, de la perspective du conseil d'administration et d'évaluer, mais c'est aussi d'avoir des outils de référence pour être capable de bien appuyer la direction générale. Je ne sais pas quel chapeau que vous portez, toute la gang. Il y en a peut-être qui sont superviseurs d'autres directions générales, d'autres éducateurs, éducatrices. Mais quand on est direction générale, souvent on arrive, on a nos préférences, on a nos compétences. Il y en a qui sont bâtisseurs, il y en a d'autres qui sont stabilisateurs, il y en a d'autres qui sont visionnaires, il y en a d'autres qui sont vraiment spécialistes en ressources humaines. Mais ce qui arrive avec une bonne boîte à outils de gouvernance, c'est que ça vient uniformiser, créer des bonnes normes pour que tout qu'il y ait une mise à niveau assurée par tout. C'est peut-être un peu de jargon, ce que je vous donne là, mais c'est vraiment de l'accompagnement. Il y a aussi des services clés en main ou des politiques. J'ai plein de packages, plein de trousses de politiques clés en main déjà formulées, qui sont en développement de façon itérative depuis des années, où on arrive, on évalue ce que vous avez, puis s'il y a des trous, s'il y a des besoins particuliers, on prend la trousse de politique que j'ai à proposer, puis on les adapte à votre agence en particulier. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste dans l'intérêt du conseil d'administration, qui souvent n'ont pas nécessairement les compétences ou les connaissances pour bien encadrer un employé, parce qu'eux autres, ils ont un ou une employé, c'est la direction générale. Puis ensuite, la direction générale s'occupe de son équipe. Fait que j'appuie les conseils d'administration pour être capable de bien s'occuper de leur direction générale. Puis ensuite, de faire un retour. Comme évaluation, parce qu'il y a un système particulier, il y a un calendrier annuel de révision de politique aussi. C'est de s'assurer que le CA connaît sa job, la direction générale connaît sa job, et puis que les gens sont bien outillés. Fait
un peu d'accompagnement. Là, dans les derniers 5-6 ans, à part le travail que je fais avec la FCO, ça doit faire 6, 7, 8 planifications stratégiques que j'accompagne pour des services à l'éducation de petite enfance aussi, un peu partout en province. Fait que, mettons que je me suis couché moins niaiseux bien des fois, là, comme on dit en bon français. Là. On apprend beaucoup par rapport au terrain, au secteur, au positionnement, comme on dit en anglais, au advocacy nécessairement pour le positionnement politique, autant que de développer la capacité créative du CA à se réinventer, à aider à réinventer la boîte, à pivoter en autres mots. Parce qu'on sait que le terrain politique change, la composition de nos communautés change, puis il faut continuer à adapter. Fait que si le CA est bien outillé à ce niveau-là, ça veut dire que la direction a tous ses paramètres à respecter. Et puis là, il n'y a plus de zone grise. On sait sur quoi on est évalué comme direction. On sait qu'on nous a délégué quelque chose de clair. Le CA parle d'une voix. C'est pas comme avoir 10 boss à l'entour de la table, puis ont chacun leur opinion. C'est une voix. On apprend ensemble, on délègue ensemble, puis ensuite on fait un retour sur le travail qui a été fait, puis on réaligne ensemble. Et j'espère que je m'explique assez clairement. C'est souvent beaucoup de jargon, mais très, très, très souvent, quand ça dérape, quand ça ne fonctionne pas, ça commence avec la gouvernance. Puis très souvent, quand on n'a pas de réponse pour des enjeux qui se présentent, pas juste au niveau opérationnel, mais on devrait, en théorie, être capable de trouver nos réponses dans les politiques de gouvernance, puis cette boîte à outils-là dont je vous parle. Et ou dans le cadre stratégique, pour pas qu'on tombe un peu dans le subjectif, puis qu'on parle d'une voix toute la gang. Merci Yves. C'est beaucoup d'informations, mais effectivement, s'il y a des questions après, ben puis ça vaut. Merci Yves. Ouais. Puis j'attrape au bon aussi ce que tu as mentionné, c'est que souvent ce qu'on voyait, c'est que les services utilisés à l'externe par les fournisseurs étaient parfois en anglais, mais parfois aussi c'est des fournisseurs qui ne connaissent pas le secteur. Puis leur courbe d'apprentissage coûte cher aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé à un certain point d'essayer de développer notre capacité à offrir ces services-là. Je peux bénéficier de ma courbe d'apprentissage qui est déjà vécue pour moi là, au niveau exact. du contexte. Oui, Je me c'est suis déjà ça. passé à la gueule. Fait que je peux bénéficier de ça. Merci Yves. Merci à vous. Je vais maintenant céder la parole à Véronique qui va vous parler un petit peu de notre processus d'apprentissage en lien avec le recrutement international. Alors, à toi, Véronique. Bonjour tout le monde. Je vais juste commencer par, donc on parle de pilotage. Juste pour vous donner le contexte, en 2023, la FCO a recruté à l'international 4 candidates. C'était un tout premier pilote pour un employeur, 2 sites. On a fait venir 4 éducatrices. 2024, là, on a vraiment monté la barre. Puis, je vous donne quelques résultats. On a fait venir 46 éducatrices, en fait 45 éducatrices et un éducateur pour 7 employeurs dans 20 sites. Donc là, on a fourni des services aussi bien des employeurs externes qui nous ont demandé de l'aide au niveau du recrutement que pour les sites de la FCO. Mais donc, dans 20 sites, on a placé 46 personnes. Elles ne sont pas encore toutes arrivées. On en a 28 qui sont déjà arrivées. On a 5 qui arrivent bientôt. Il y en a 8 qui attendent encore leur réponse d'IRCC. En tout cas, je vous épargne les détails. Au niveau quand même de la représentation de l'origine de ces personnes, on a 9 pays différents. Donc, on ne recrute pas dans un seul bassin. Évidemment, cette année, parce que la FCO a participé au Salon Destination Canada l'année dernière qui se tenait à Rabat. Paris, il y aura toujours Paris. Mais ensuite, il y a différents pays, ça tourne. L'année dernière, c'était à Rabat. L'année prochaine, ce sera à Douala, au Cameroun. Mais on a 26 candidates sur les 46 qui ont été embauchées du Maroc. Mais on a aussi 7 personnes de la Tunisie. On a des gens de l'Haïti, du Bénin, du Cameroun, de la France, du Liban. Donc, on a une belle variété culturelle. Donc, ça, c'est les résultats finalement qu'on a eus. Majoritairement, suite à Destination Canada, vu qu'on était à Paris, qu'on était à Rabat, puis ensuite, il y a 3 jours en ligne. Sur les 46, il y a quand même 35 personnes qui ont été embauchées suite à Destination Canada. Surtout qu'en fin 2023, on a eu un salon. Puis en 2024, il y a eu un salon spécifique éducation petite enfance. Donc, avec ces 2 salons combinés,
Entre janvier et août, on a donc embauché les 46 personnes, mais on reçoit aussi beaucoup de candidatures à travers d'autres sources de recrutement dont je vais parler. Donc, on a aussi 11 candidates là, ont été embauchées en dehors de Destination Canada. Fait que ça, c'est finalement les résultats qu'on a obtenus. Puis comment on a obtenu ces résultats-là? Qu'est-ce qu'on peut offrir comme service d'appui? En fait, je l'ai divisé en 5 catégories qui sont un peu le continuum au niveau du recrutement international. Donc, on a d'abord la partie vraiment recrutement. Donc, ça, c'est les sources vraiment de candidature. La sélection, l'embauche, l'accueil et l'intégration. Donc, pour arriver vraiment jusqu'à une intégration professionnelle réussie. Mais donc, si je commence juste par le recrutement rapidement, on a évidemment notre site web qui se transforme bientôt pour le recrutement en tout cas, en une plateforme. Ça va être relié, mais il y aura une plateforme spécifique qui s'appelle Connexion Petite Enfance, qui va être lancée, on l'espère, au mois de novembre. Et l'idée, c'était de mettre sous un même toit vraiment tout ce qui était lié au recrutement pour la petite enfance. Donc, il y a 3 sections dans la plateforme. Il y a une section qui donne un portrait de la petite enfance pour vraiment éduquer les personnes, que ce soit au niveau du système éducatif, le cadre légal, le cadre pédagogique, le mandat francophone. Donc, on pose vraiment les bases du portrait de la petite enfance. Et ensuite, il y a une section pour la personne qui veut venir travailler en petite enfance, qu'elle vienne du Canada ou de l'international. Et une partie pour les employeurs qui veulent recruter en petite enfance, que ce soit au Canada ou à l'international, encore une fois. Puis, il y aura énormément de ressources et de liens utiles sur la plateforme. Donc, on essaye de mettre toutes les informations à un seul endroit. Et sur la plateforme, on pourra recevoir directement les candidatures de l'international. On essaye d'avoir un point d'entrée parce que tout de suite, on reçoit des candidatures d'un petit peu partout. Donc, une grosse, belle source de candidatures parce évidemment, on ne recherche pas nécessairement le volume en candidature, on cherche vraiment la qualité des candidatures. On a fait des partenariats dans la dernière année avec des centres d'emploi à l'international et avec des écoles de formation pédagogique à l'international. Donc, aussi bien les centres d'emploi, puis là, je parle de centres d'emploi qui sont aussi bien en France, au Maroc, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, que les écoles de formation, ils peuvent nous envoyer selon le profil qu'on demande. Spécifiquement, les écoles de formation vont nous référer des personnes qui ont gradué et qui se sont distinguées. Donc, on reçoit des candidatures comme ça qui sont des bonnes recommandations. Destination Canada, j'en ai parlé, tous les salons à l'international. L'année prochaine, ça va être encore à Paris et une partie en virtuel. Et s'il y avait un intérêt des employeurs francophones en Ontario pour faire des missions de recrutement directement sur place avec des pays qui auraient été ciblés, avec des diplômes qui auraient été ciblés. On a vécu l'expérience cette année, au mois de mai, avec une mission au Maroc en suivi de Destination Canada, où on a eu la possibilité de rencontrer en personne, parce que c'est aussi, quand on fait du recrutement international et que tout se passe en virtuel, parfois c'est un petit peu plus difficile. Donc là, on a pu rencontrer en personne 25 candidates dans les bureaux du Centre local d'emploi à Casablanca. Puis de ces candidates-là, il y en a déjà 2 qui ont été embauchées, puis 3 qui sont en cours d'embauche. Puis pour finir, on a encore... Le recrutement, c'est la plus grosse partie, hein, ne vous inquiétez pas. Mais au niveau du recrutement, comme on a embauché plusieurs éducatrices qualifiées, elles sont aussi une source de recommandation. Elles nous recommandent des collègues. Elles savent quel est notre processus. Elles savent quel est le profil qu'on recherche. Donc, elles peuvent recommander des personnes qui rencontrent nos points. Et on a aussi développé pour les employeurs des outils de marketing, des gabarits, de fiches d'employeurs, parce que, évidemment, quand on s'en va dans un salon international et qu'on représente les employeurs, on doit être capable de vendre chaque employeur, de connaître son ADN, de connaître ses valeurs, sa mission, l'énoncé de programme, peu importe, là, mais donc, on a des outils pour que chaque employeur puisse se vendre spécifiquement pour attirer les bonnes candidatures. Après le recrutement, on a la sélection. Donc, vraiment, c'est assez simple parce que là, on parle vraiment d'outils
pour nous aider dans cette sélection. Et je pense que c'est dans la dernière année, c'est là où on a vraiment développé une expertise. C'est évidemment de trier le CV, mais parfois lire un CV, faut être outillé pour le faire. Donc, avoir une bonne connaissance des diplômes étrangers pour être capable de situer la formation de la personne. Un questionnaire pour mieux comprendre le profil, mieux connaître le profil de la candidate, parce que c'est pas juste elle. Quand on fait venir quelqu'un de l'international, ben, on a le demandeur principal, mais il vient aussi avec une famille. Donc, faut être conscient du profil complet de la personne. Et au niveau des outils spécifiques, il y a 2 outils que la FCO a développés dans la dernière année. Il y en a un qui s'appelle le ECAR, évaluation de la capacité d'adaptation lors du recrutement de talents. Et donc, l'écart, très brièvement, c'est un outil qui nous permet de mesurer 8 composantes de la personne. Il y a l'adaptabilité, la présence, l'autonomie, la résilience, toutes des choses qui ont été déterminées, basées sur le profil qu'on recherche pour un centre éducatif et qui ont été mis ensuite par un psychométricien professionnel en ressources humaines là, dans un questionnaire. Dans le questionnaire, la partie que j'aime le plus, il y a une composante avec 3 complexités. Est-ce que la personne elle est plus tâche, processus? Est-ce qu'elle est plus objet, personne? Est-ce qu'elle est plus tactique ou stratégique? Donc, ça nous permet vraiment d'aller valider certains points au niveau de la personne. Et l'autre outil, je pense, qui va beaucoup vous intéresser, c'est, je vais le dire comme je peux, la JEDI. Je ne peux pas vous dire pourquoi c'est les lettres, mais elle mesure en fait 2 grosses composantes. Le niveau de compréhension du candidat ou de la candidate par rapport à la situation linguistique minoritaire de nos centres. Parce que oui, on s'en va chercher des personnes francophones, mais est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire être francophone en situation minoritaire? Et ensuite, ben, mesurer le vouloir de cette personne-là d'être un modèle linguistique et culturel dans le cadre de son travail dans un centre éducatif francophone en Ontario. Donc ça, c'est au niveau de la sélection et on est tous d'accord, je pense, que la sélection, c'est le point crucial parce que si on veut du succès, si on veut de la rétention de notre personnel, il faut une bonne adéquation entre le centre, entre l'employeur et entre le candidat. Très rapidement sur l'embauche, c'est des services basiques au niveau du contrat parce qu'on parle de recrutement international au niveau de l'accompagnement pour le processus d'immigration, l'aiguillage vers les ressources, IRCC, etc. Ensuite, très important, l'accueil. Donc là, c'est l'autre point vraiment important parce qu'on fait venir des personnes là d'une autre province ou d'un autre pays. Donc là, on a développé des services de pré-départ, des services d'arrivée à travers des ateliers sur certains sujets, que ce soit la santé mentale dans le cadre du recrutement international, que ce soit les services financiers, l'inscription des enfants à l'école, les services d'établissement, tout ce qu'ils auront besoin en fait pour un accueil réussi. On a développé des fiches d'information par municipalité pour que les candidats puissent avoir vraiment tout, encore une fois, tout à un endroit pour être capable d'avoir les bonnes ressources quand ils arrivent. Et puis, ben, un plan d'accueil pour l'organisme au niveau de ce nouveau personnel-là et des guides d'accueil. Alors, les guides d'accueil sont encore en élaboration parce qu'on avait besoin de toute cette expérience-là de pilotage. Puis nos candidates sont arrivées entre juillet et août, donc on est encore les 2 mains dans l'accueil en ce moment. Puis les guides d'accueil, ben, il y en aurait un pour le personnel de supervision, la superviseure ou le gestionnaire du centre, un pour la candidate qui arrive, mais aussi pour le personnel qui accueille. Donc vraiment des guides avec des conseils, des astuces, les meilleures pratiques pour que tout ça se fasse d'une façon réussie. Là, je vois Annie qui me fait des gros doigts, il m'en reste plus qu'un. Des gros yeux, pas des gros doigts. J'ai pas vu tes doigts. Pardon. Là, j'ai vu celui d'Yves, par exemple. OK, le dernier point, c'est l'intégration. Donc là, on n'est plus dans l'accueil de la personne, on est vraiment dans son intégration et professionnelle parce que le mandat comme organisme, comme employeur, c'est plus l'intégration professionnelle que l'intégration personnelle. Mais au niveau de l'intégration professionnelle, puis là, la FCO est très outillée pour cette partie-là parce que c'est vraiment notre mandat là, depuis toujours. Donc, il y a des auto-formations avec des caps qui vont avec au niveau de l'accompagnement.
Il y a de l'accompagnement qui se fait pré-arrivée avec une formation, une auto-formation, mais en accompagnement personnalisé qui s'appelle les pousses de demain. Les 46 candidates qu'on a embauchées, il y en a 40 qui ont été accompagnées entre juin et août par petits groupes de 3 pour faire vraiment cet accompagnement pédagogique pour poser la base avant qu'elles arrivent. Pour qu'elles sachent vraiment, quand on parle de cadre pédagogique, de cadre légal, la loi de 2014, le code de déontologie, le comment apprend-on, que ce soit un vocabulaire qui leur soit familier quand elles arrivent dans le centre. Et puis, l'autre partie, parce que oui, on parle d'intégration professionnelle, mais il y a toujours une teinte d'intégration personnelle dans la communauté. C'est toute la formation puis l'accompagnement sur les compétences interculturelles en milieu de travail et sur la gestion des ressources humaines de personnel issu de l'immigration. Et donc, tout ce qui est formation, accompagnement, aiguillage vers des ressources. Puis je termine vraiment en disant qu'on parle ici de recrutement international. Oui, c'est une niche, là, le recrutement international, parce qu'on va chercher du personnel qualifié dans son pays, mais il y a aussi tout le personnel qu'on embauche, mais qui est déjà au Canada parce qu'ils sont légalement autorisés, que ce soit des réfugiés acceptés ou des résidents permanents. Mais c'est quand même du personnel nouvellement arrivé, issu de l'immigration. Donc, toutes les composantes que je viens de citer, à part du recrutement, puisqu'ils, en tout cas, ils sont déjà là, on reçoit les CV souvent directement dans nos boîtes courriel, mais que ce soit la sélection, que ce soit l'intégration, l'accueil de ces personnes-là dans nos centres, là, ça s'applique également. Et voilà. Merci, Véronique. Juste une petite parenthèse, mes collègues ont parlé de pilotage, puis le pilotage par la FCO, ça se fait dans nos centres de leadership. Donc, je veux quand même faire mention. Je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues qui sont ici aujourd'hui, donc je lève mon chapeau parce que c'est sûr que quand on pilote, on fait pas les choses bien dès la première fois. Alors, faut apprendre, puis ça implique qu'il y a des erreurs, qu'il y a des essais, qu'il y a du réinvestissement d'apprentissage. Alors, nos collègues doivent vivre avec nous ce processus. Alors, merci beaucoup pour ça, de votre ouverture et de votre flexibilité. Alors, ça fait le tour un peu de ce qu'on voulait vous présenter. Rapidement, les coûts reliés à ça sont très variables parce que des fois, comme par exemple Véronique qui coordonnait un projet financé, donc l'appui qu'on a offert aux employeurs dans la dernière année était gratuit. Mais là, le financement s'est pas renouvelé, donc c'est à voir. Mais selon le moment, il y a des services qui sont gratuits, il y en a d'autres qui ne sont pas. Puis il y a aussi la possibilité pour nous de vous accompagner à aller chercher de l'argent, par exemple, auprès des GSMR, des cadastres ou autres. Donc, ça aussi, on peut revoir ça avec vous. Comment s'inscrire? Ben, sur notre site, dans le bas du site que je vous ai présenté tantôt, il y a un formulaire. On vous demande de remplir le formulaire et de nous l'envoyer, puis on prend contact avec vous. Donc, c'est pas compliqué, mais évidemment qu'il y a un moment d'accueil au début pour mieux comprendre c'est quoi le besoin. Puis ensuite de ça, ben, on peut avancer avec l'accompagnement, l'appui ou peu importe ce que vous avez besoin comme type. Donc, prise en charge, accompagnement, construction de la capacité interne ou encore juste des recommandations de changement. Donc, peu importe le type de service que vous avez besoin, ben, on voit avec vous et répond à vos besoins. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Sur le site, il y a aussi une place où on a mis de la foire de questions, mais si jamais il y en a d'autres, je vous invite à les poser maintenant.